Lacan, nous et le réel, 51e séance. Vous écoutez? Oui, mais est-ce que vous y attrapez un petit quelque chose qui ressemble à du réel? Dans la difficile tâche de vous faire entendre ce soir, disons, quelque chose. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va? Alors je voudrais revenir sur trois axiomes qui s'articulent l'un avec l'autre et qui définissent le champ spécifique de la psychanalyse. Surtout dans cette période, il est vraiment important d'insister sur la différence entre le discours analytique, qui est un discours non sphérique, et qui s'interdéfinit donc avec les trois discours sphériques, que sont le discours du maître, et puis ses deux avatars, donc le discours universitaire et le discours de l'hystérique. Il est très important de rappeler aujourd'hui que la psychanalyse n'opère que du discours qui la conditionne, c'est-à-dire le discours de l'analyste. Et c'est très spécifique, le discours de l'analyste. Ça n'a rien à voir avec le discours universitaire, justement. Alors, pour pas que ça apparaisse comme une espèce de décrédibilisation de ce discours, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un discours qui est supérieur à l'autre. C'est une histoire de structure. C'est-à-dire que le premier arrivé, c'est le discours du maître, donc, en tant que il est absolument indispensable à toute organisation sociale. Il y a forcément un discours du maître, on est toujours déjà inscrit dans le discours du maître. Les deux discours, disons, qui sont comme le discours du maître, des discours sphériques, sont des discours qui essayent de résoudre ce qui dans le discours du maître apparaît comme la production ou le rejet, c'est-à-dire l'objet petit a. Et le discours de l'universitaire et le discours de l'hystérique sont des tentatives de résoudre le problème posé par ce petit a qui justement résiste à l'emprise des discours. Hein, il est réel, l'objet petit a. Hein. C'est quelque chose de réel. Donc, le discours du maître est l'envers du discours de l'analyste. Ça veut dire que c'est l'autre côté. C'est pas du tout compatible avec le discours du maître ou le discours universitaire qui est un de ses substituts d'une certaine manière. Alors que le discours hystérique permet d'entamer la sortie du discours du maître, mais tout en confortant le maître, bien sûr. Donc, ça, ce sont des paradoxes, c'est un peu difficile à saisir quand on ne connaît pas bien cette théorie des discours de Lacan, mais malgré tout, il faut y insister parce que c'est très spécifique, le discours de l'analyste, c'est très, très spécifique, et surtout, Lacan n'oublie pas de le restituer à Freud. C'est lui qui le thématise, c'est lui qui en donne la formule, hein, en 1968, il l'écrit au tableau, mais il n'oublie pas, cependant, d'en attribuer la paternité à Freud. Il dit que c'est lui qui invente le discours de l'analyste. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que, pour Freud, la vérité de la souffrance, hein, nous sommes dans un monde de souffrance, là. Nous sommes confrontés sans arrêt à la souffrance. Donc, la vérité de la souffrance, c'est d'avoir la vérité comme cause. Donc, la cause de la souffrance, c'est la vérité elle-même. Or, la vérité, on l'a vu, son statut dans le discours analytique, il est justement du fait de cet objet A, il est incompatible avec l'idéologie
contemporaine actuelle pour laquelle il n'y a pas la vérité. Il y a des vérités. Mais, sous couvert de dire il y a des vérités, il y a une confusion entre les opinions sur la vérité et la vérité. La vérité en psychanalyse, elle est au singulier, hein. C'est la vérité. Sauf qu'elle ne peut pas être dite toute, puisqu'elle appartient au registre symbolique et elle touche au réel sans s'y confondre. Donc ça, c'est un préambule pour arriver à comprendre ce qui fait vraiment la spécificité de ce discours de l'analyste, qui est, comme on l'a vu, non pas un discours sphérique, mais un discours meubien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les trois discours qui précèdent par leur arrivée le discours de l'analyste, qui est le dernier arrivé, les trois discours enferment quelque chose de l'ordre du registre sphérique, une forme parfaite avec un dedans et un dehors de la sphère. Donc, il y a quelque chose de l'ordre d'une impossibilité avant l'arrivée du discours analytique, du discours de l'analyste, de s'apercevoir tout simplement que le sujet est pris dans le discours, hein, puisque c'est ça la vérité de l'analyse, hein, c'est que le sujet ne parle pas, il est parlé, et comme cela a été répété plusieurs fois, c'est par là qu'il s'appréhende. Mais dans le discours de l'analyste, il est possible que le sujet s'appréhende par lui-même, puisqu'il peut s'entendre et entendre qu'il est le fait d'un automatisme signifiant. Alors, je vais essayer de rendre compte de cette dimension-là par rapport à ce registre qui est celui qui est absolument spécifique au discours d'analyse, c'est la primauté du signifiant. C'est difficile à comprendre ce que c'est qu'un signifiant, parce que on a la définition saussurienne du signifiant. Hein, c'est la matérialité sensible du signe. Mais vous vous souvenez que dans le cours de linguistique générale de Saussure, le signifié est en haut, c'est-à-dire ce qu'on veut dire, le contenu, ce de quoi on parle, ce dont on parle, et puis le signifiant qui le manifeste, qui est en dessous. Et Lacan inverse donc le schéma saussurien en donnant la prééminence, le primat, au signifiant. Et il va plus loin, c'est-à-dire que dans l'envers de la psychanalyse, justement, il définit le signe saussurien comme ce qui représente quelque chose pour quelqu'un, alors que le signifiant en psychanalyse représente le sujet pour un autre signifiant. Alors ça paraît des choses abstraites, mais ça ne l'est pas du tout, à condition de bien saisir ce qu'il en est du signifiant au-delà de sa définition linguistique classique, qui est d'être la matérialité sensible du signe. Hein, matérialité sensible du signe, ça veut dire que le dessin d'un arbre, c'est la matérialité sensible du contenu arbre dont on veut parler. Ou le fait de dire arbre, c'est-à-dire la phonie du mot arbre, c'est la matérialité sensible du signifié arbre. Donc ça, c'est le premier registre signifiant. Mais c'est celui qui est linguistique. Pour la psychanalyse, le signifiant, c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt un phénomène d'agrafage. Et pour essayer de bien faire comprendre ça, Lacan étudie une pièce de Racine qui, pour lui, n'est pas sans évoquer la puissance des tragédies grecques. C'est Athalie. A-T-H-A-L-I-E, je précise, parce qu'il ne faudrait pas se tromper d'Athalie. Hein. C'est pas le même jambon, si j'ose dire.
Donc, Athalie de Racine, c'est une pièce extraordinaire où Lacan écoute à travers le discours du prêtre et celui d'Abner, et il décèle derrière donc les mots qui sont prononcés des éléments qu'il va qualifier de crainte et de tremblement qui gouvernent et dominent la tension vers la signification. C'est ça le signifiant, c'est quelque chose qui tend vers une signification, mais sans s'y confondre. Hein. Ça, c'est comme une orientation, quelque chose qui tend, qui pousse vers une signification. Et là, en l'occurrence, justement, Lacan utilise ça pour faire comprendre que la psychanalyse, ce qu'elle découvre, c'est que la relation entre le signifiant et le signifié, qui, dans le schéma saussurien, sont de l'ordre d'une reconstruction de deux univers qui sont discontinus. C'est-à-dire, il y a le signifié en haut avec une vague et le signifié en bas avec une autre vague, et entre les deux, il n'y a rien. Donc, le signifié et le signifié ne sont pas reliés. Or, la psychanalyse met en scène quelque chose de l'ordre d'une dimension dialectique entre le signifiant et le signifié. Et c'est à l'occasion donc de cette pièce-là, l'écoute, l'étude de cette pièce d'Athalie, cette pièce Athalie de Racine, que Lacan va évoquer quelque chose qu'il va appeler comme le point de capiton, ce qui va faire que le signifié peut rejoindre le signifiant. Et on verra à quel point c'est quelque chose de primordial dans le travail de la psychanalyse. Parce que cette relation dialectique du signifié et du signifiant veut dire que le signifié et le signifiant ne sont pas à ce point décorrélés et vivant dans des mondes complètement disparates et surtout avec un creux au milieu. Il y a une possibilité de coudre le signifiant et le signifié de telle manière que ce qui les rassemble, ce qui les rend ce qui est commun soit perceptible sur le mode d'un renversement. Ce renversement, c'est celui justement qu'on va trouver dans le discours analytique lui-même. Parce que ce qu'on verra, c'est que, d'une certaine manière, quand l'enfant arrive au monde, il faut imaginer quand même de temps en temps des petites scènes de genèse comme ça. Donc, le bébé sort de l'utérus, il est relié à la mère. Il y a deux, là, mais il y a une notion d'unité ou d'union ou d'unification, parce que pour le bébé, on l'a déjà vu dans cette phénoménologie-là, de téter le sein, il n'a pas l'impression qu'il tète de l'altérité. C'est quelque chose de l'ordre de lui-même qu'il tète. Là, il se retrouve lui-même dans le corps de la mère, même s'il en est sorti, il en fait partie d'une certaine manière. Donc c'est une sorte d'unité duelle déjà, une sorte de disjonction inclusive. Et il est dans une première approche où à la fois ses poumons s'ouvrent, il change d'univers, il change d'un monde aquatique et clos à un monde aérien et ouvert. En même temps, ses oreilles aussi sont ouvertes. Et les sons ne lui arrivent plus de la même manière. Ce ne sont plus des sons comme dans un monde aquatique, comme on peut imaginer, les sons qui rythment quelque chose et qui créent des formes, qui structurent, qui créent une architecture formelle à l'aide des sons, comme des ondes de radar. Et là, il se retrouve dans un monde où il y a des sons. Et puis, parmi ces sons, il y a de la parole. La parole qu'il a déjà entendue dans le ventre, mais là, elle sonne différemment. Cette parole-là, donc, il entend. Et cette parole-là, c'est déjà quelque chose de l'ordre
du tiers, de la tiercité, de cette unité duelle qu'il fait avec la mère, il y a quelque chose d'autre qui dit ça parle, qui lui dit ça parle, mais c'est pas lui qui parle, c'est pas la mère forcément qui parle a priori, c'est la troisième personne du singulier. Donc, la troisième personne du singulier, c'est un ça. Ça parle, bla bla bla, bébé, ah il est beau mon bébé. Zapallo con papa, con pollito, todo procesado. Tiene queso mantecoso, queso cremoso, tiene nutrientes, vitaminas, calcio. ¿Por qué no comes? Explícame, dale. Cette perception de la tiercité, il y a quelque chose d'autre. Donc, cet autre-là, c'est le langage lui-même, c'est la parole en tant qu'elle est un manifeste du langage, hein, et qui lui arrive par les oreilles et qui est quelque chose d'autre que le corps à corps de la mère. De cette troisième personne du singulier, il va passer, lui, à la deuxième personne. C'est-à-dire que la mère va parler à l'enfant, ou, comme ça m'est arrivé avec mes deux enfants, quand ils sont nés, je vais parler au bébé qui vient de sortir du ventre de sa mère. Je lui dis bienvenue, je lui souhaite la bienvenue, je lui dis son prénom, je lui parle. Et donc, lui parlant, comme ça, la parole qui lui est adressée, donc, on passe, du ça parle à tu me parles. You talking to me? You talking to me? Puisque je m'adresse à lui, donc la parole lui est adressée. Et donc on passe de la troisième personne à la deuxième personne du singulier. Et donc dans cette altérité-là, radicale que représente le monde de la parole, c'est-à-dire ce que Lacan appellera le grand A, hein, le lieu même où se constitue le je qui parle avec celui qui entend, eh bien, il commence par entendre avant de parler. C'est pour ça que le sujet, ça parle de lui, et c'est par là qu'il s'appréhende, parce que ça parle de lui au tu. Donc vous voyez là, tout de suite, on avance vers la possibilité de saisir ce que ça veut dire qu'au fond, dans la parole, chacun ne fait que recevoir de l'autre son propre message sous sa forme inversée. C'est-à-dire que l'enfant s'entend parler, on lui parle, donc. Et comme la parole est un exercice de répétition, l'enfant va apprendre à parler en parlant, parce qu'on apprend à parler en parlant, hein, comme on apprend à marcher en marchant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de procédé hypothético-déductif, ni de mode d'emploi, ni de quoi que ce soit. On est immergé dans le monde de la parole, on y est intégré a priori. Et on est obligé d'apprendre comme ça, on ne peut pas faire autrement. C'est comme si on était immergé, on était jeté à l'eau, on apprend à nager en étant dans l'eau. Voilà. Alors, il entend qu'on lui parle, et donc, ça me parle devient un tu me parles, et à force de répétition, parce qu'il va répéter ce que dit sa mère, à partir du moment où, quand la mère va lui dire, ou le père va lui dire tu, il va dire lui, il va répondre je. À partir du moment où il va répondre je, c'est long avant qu'il puisse dire je, parce qu'avant de dire je, il ne peut pas dire je, parce que pour lui la parole c'est quelque chose, le signifiant, le mode du signifiant est un monde qui est tierce, il est étranger, il est un monde inconnu, et malgré tout il est dedans, hein, il est pris dedans, et avant de pouvoir dire que c'est lui qui parle, ça reste quand même quelque chose d'étranger. Donc il va dire bébé parle, ou il va dire son prénom, hein, comme je sais pas, ma fille a commencé par dire Clara veut ça, ou Gabriel, mon fils, veut ça, avant de dire je. À partir du moment où les enfants disent je, quand on leur dit tu fais ça, et qui dit je fais ça, on peut dire qu'ils sont immergés dans le monde du langage, ils ont intégré les rudiments du langage. Donc, cette immersion dans le langage, ce n'est rien d'autre en vérité que ce que la psychanalyse pointe comme étant le registre de l'Oedipe. Hein. C'est-à-dire que cette tiercité-là du langage qui est
l'apparition de cette dimension altérité. Vous avez vu qu'il y a une inversion, hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, tout le monde dit moi, je, etc. Mais quand on arrive, le langage est un hétéros. C'est de l'autre en tant que tel. C'est l'autre avec un grand A, c'est l'hétéros en tant que tel. C'est-à-dire, c'est l'altérité radicale. Cette altérité radicale se présente à la troisième personne du singulier. Donc 3, 2, 1. Donc, et aujourd'hui, bien sûr, une fois qu'on l'a intégré, on va dire 1, 2, 3. Je, tu, il. Mais dans l'ordre, c'est il, tu, je. Et donc, il, tu, je, il faut bien faire attention aux consonances, bien sûr, aux équivoques. C'est parce que le tu est toujours déjà intégré à l'autre, dans l'autre. Il est une partie constituante de l'autre. Et donc, d'une certaine manière, on peut dire que l'autre, en tant que signifiant, m'envoie toujours un message qui est de l'ordre du tu. C'est-à-dire, le tu est le signifiant de l'autre. Il est intégré à l'intérieur, même si dans une phrase, par exemple, comme viens, viens, c'est une phrase à part entière, il n'y a pourtant qu'un mot, mais ça intègre le fait qu'il y ait au moins deux sujets, avec un qui dit à l'autre viens, et le tu de tu viens est intégré dans le signifiant lui-même. On distingue avec soi ces premiers verbes, ceux qui se définissent par une relation directe. Je te donne quelque chose. Ça peut aller de la NASA au bibelot. Mais enfin, là, il y a trois verbes. J'avais pu remarquer que j'ai toujours employé le je te comme élément de la relation. C'est déjà vous entraîner dans le sens qui est bien suivi, vous conduit, puisque là, vous voyez qu'il y a du je te dedans, qui fait ce que je donne. Ça va pas de soi, on peut dire, l'homme donne au chien une caresse sur le front. Cette distinction de la relation ternaire avec la relation binaire est tout à fait essentielle. C'est justement en ça que c'est évident, et seulement évident, quand j'emploie je et te, quand j'emploie tu et me, c'est que ce je et ce te, ce tu, ce me, ils sont précisément spécifiés de l'énoncé de la parole. Il peut y avoir ici aucune espèce d'ambiguïté. Donc on voit là que cette notion de signifiant, elle n'est pas à confondre avec un mot seulement. Hein. C'est quelque chose qui procède d'un agrafage qui va orienter vers la signification. Et ça, c'est très important parce que dans la dialectique du signifiant et du signifié, vous allez voir qu'il faut faire un aller-retour, exactement comme pour accomplir sa cure, il faut faire un aller-retour dans les 4 discours. Un tour à l'aller et un tour au retour pour espérer finir sa cure. Sinon, c'est une cure qui n'est pas finie. Puis on verra pourquoi elle n'est pas finie, parce que il y a l'écueil de la castration qui correspond, donc chez Freud en tout cas, au refus de la féminité chez les deux sexes. On verra ce que ça veut dire plus tard. C'est très précis, ça, hein, du point de vue de la manière dont se constitue le sujet. Donc, nous avons cette imprégnation dans le langage, comme on l'a déjà vu, cette imprégnation symbolique qui se passe parce que cette autre-là, cette tiercité du langage, évidemment, vous avez déjà compris, c'est la tiercité par laquelle advient le père, le nom du père. Puisque l'enfant fait un avec la mère, une unité duelle, une sorte de dyade, une sorte d'injonction disjonctive ou de disjonction inclusive, mais il y a du 2, mais il y a du 1, et petit à petit va se constituer pour l'enfant, dans sa relation à la mère, un passage, donc, grâce à cette
autre là, qu'est le langage, dans lequel l'enfant est immédiatement immergé. Il est immédiatement immergé par la même voie que la voie qui amène au père. C'est pour ça que la psychanalyse invente la notion de père et la fonction paternelle. Elle l'invente pas au sens où ça n'a jamais eu lieu avant, puisque ça avait déjà eu lieu avec l'Orestie d'Échille, on a déjà un peu parlé, le jugement d'Athéna, par rapport au meurtre d'Oreste, enfin le meurtre d'Oreste sur sa mère Clytemnestre, mais là, il y a la manière de mettre en scène le fait que le père est toujours lié à la nomination, le fait que quelque chose puisse être dit. Il est dit père, et il est dit père, notamment par la mère. C'est la mère qui va présenter le père, et il va arriver comme une externalité, une tiercité, quelque chose de l'ordre du réel qui vient donc par le langage et uniquement par le langage. Ça nous rappelle que l'adage du droit romain, c'est mater certa, pater semper incertus. La mère est toujours sûre, on voit l'enfant qui sort de l'utérus, c'est bien l'enfant, c'est bien la mère, c'est là. Le père, semper incertus, toujours incertain, c'est-à-dire qu'il est lié à l'aléatoire de la parole. Parce que bien sûr, ce qu'on va voir, c'est que dès qu'il y a de la parole, il y a aussi la possibilité du mensonge. Parce que la parole introduit en elle-même l'ordre de la fin, de cette tiercité qui ne correspond à rien, a priori, si ce n'est qu'elle fonctionne toute seule. Cette tiercité-là va amener, par sa structure même, qui va fonder le discours du maître, puisque le discours du maître, c'est le mot qui vient à la place de la chose. Le mot comme meurtre et résurrection de la chose. À un moment, le fait que nous soyons épinglés dans le langage, c'est-à-dire accrochés à la chaîne signifiante, vient parce que le mot va venir et va évoquer la chose de telle manière que le mot va se confondre avec la chose. Et on va être pris dans le langage à ce moment-là. Alors, il y a plusieurs manières d'être pris dans le langage. Vous le savez, les premiers moments sont des moments qui sont psychotiques parce qu'au départ, le sujet est habité par le langage. Pendant toute la première période, ça parle à travers lui et c'est à l'intérieur même de ce langage que le sujet essaye de se trouver. Ça parle de lui, mais il est perdu dans ce langage-là. Il est pris dans le langage comme on est pris dans un univers, sans pouvoir vraiment s'y retrouver. Et puis petit à petit, jusqu'à, disons, ce qu'on appelle l'acquisition du langage, c'est-à-dire à partir du moment où l'enfant peut dire « je parle », quand on lui dit « tu », qui répond « je », alors à ce moment-là, donc on passe soit à la névrose, soit à la perversion. Le « je parle », ça veut dire que le sujet, à ce moment-là, habite le langage. Il habite dedans, mais sans savoir qu'il y habite. C'est ça, justement, toute la problématique qui interdéfinit les discours sphériques du discours non sphérique meubien, qui est le discours de l'analyste. C'est de savoir qu'on est soit habité par le langage, soit on habite le langage, mais il faut savoir qu'on habite le langage. Parce que comment peut-on sortir de cette aliénation au langage, de cette toile d'araignée qui vient sur toutes les choses du monde poser des noms, et qui va faire qu'on va confondre les mots et les choses, comme aujourd'hui c'est vraiment caricatural, puisque même la science qui avant se basait sur des observations de ce qui est réel, aujourd'hui la science est totalement déniée en tant que telle et correspond à des formes de modélisation de choses qui n'existent pas. Donc ce sont juste des représentations, ce sont des mots au fond. Même si c'est des calculs et ça repose sur des chiffres, au fond ça devient des mots et donc on est encore plus perdu dans le monde. Donc
cette perdition-là, elle est originelle, parce que même quand on est dans la névrose ou dans la perversion, et qu'on est dans le registre donc d'être soit donc non, disons soit dans la psychose, c'est-à-dire le langage nous habite, mais on ne sait pas ce qu'on dit, on est perdu là-dedans, on essaie de s'y retrouver, soit on habite le langage sans le savoir, et donc on ne veut rien savoir selon des protocoles différents entre la névrose, bien sûr, et la perversion. Parce que le névrosé, lui, il ne veut pas savoir. Le psychotique ne peut pas savoir, parce que il lui manque un signifiant qui fait qu'il est resté coincé d'une certaine manière avant de descendre vers le signifié, c'est-à-dire de subir le signifiant qui s'appelle le nom du Père, c'est-à-dire qu'il l'amène vers une signification et une incarnation qui lui permette de dire un jeu auquel il puisse croire. Le psychotique, il n'arrive pas trop à y croire à ça, parce que ça se bouscule et il manque un signifiant qui capitonne tout ça. Donc, le névrosé, lui, il ne veut rien savoir, parce que oui, je dis ça, c'est comme ça, il va aligner des chiffres, il va trouver des explications à tout, il va souscrire à la logique hypothético-déductive, il aura tout le temps envie d'avoir raison sur tout, et il va surtout s'extraire en tant que sujet de l'énonciation. Il ne veut pas savoir qu'il est pris dans un discours, qu'il y a un automatisme signifiant qui lui fait faire et dire des choses malgré lui, et dont il ne sait rien, hein, et qui est un savoir, c'est un savoir insu, puisque c'est l'autre avec un grand A, en tant que le lieu même de tous les mots et de toutes les significations possibles, et aussi de tous les scénarios possibles, de toutes les compositions de mots possibles. Comme dans la bibliothèque de Borges, où tous les romans sont possibles, parce que c'est le lieu où les mots peuvent s'accorder, s'articuler, et décrire et définir toutes les histoires et toutes les significations possibles. Donc, il ne veut pas savoir ça, puisque il veut rester coincé dans son moi. Son jeu est un moi-jeu au névrosé. Donc, le névrotique, il s'agit de distendre donc cette collusion de l'objet, moi, avec le sujet, je. Ça, c'est tout un travail donc qui appartient à la cure, bien sûr. Quant au pervers, lui, il ne va pas forcément en analyse. Même, il y va pratiquement jamais, parce que lui, c'est pas qu'il ne veut pas savoir. Lui, il dit, oui, je sais bien tout ça, mais c'est pas moi, c'est l'autre, hein, c'est l'autre avec un petit a. Donc, il va faire porter donc sa propre division subjective, puisque on voit que d'assumer la division entre moi et je et de laisser tomber, de dissoudre un peu cette puissance du moi pour arriver vers le jeu, c'est assumer une certaine division subjective, chose que le pervers ne veut pas faire. Il veut absolument faire porter sa division sur l'autre avec un petit a, et donc lui il va dire je sais bien, mais c'est l'autre qui est divisé, c'est pas moi. Donc en principe les pervers poussent rarement la porte d'un cabinet analytique. Mais il n'empêche que nous sommes pris a priori dans ce registre-là d'être parlé avant d'être parlant et de devoir faire quelque chose avec cet autre, avec un grand A, qui est le lieu où le jeu qui parle, ou le lieu où se constitue le jeu qui parle avec celui qui entend. Donc, ce lieu tiers. C'est pour ça que le grand A, dans son origine fondamentale pour l'enfant, il est quand même très, très relié à la mère, hein, puisque cette parole arrive, bien qu'elle soit quelque chose qui installe une tiercité, un élément tiers, il est baigné dans cette ambiance maternelle. Et la mère lui parle. Elle lui donne le sein, elle le regarde, etc. Donc, c'est pas pour rien, au départ, que le Dieu est féminin. Hein. C'est-à-dire cet autre-là, cette voix, ce quelque chose qui fait être les choses, et c'est là où on revient à cette notion de signifiant. Donc, le signifiant
et ce qui fait être. Donc, dans l'Athalie de Racine, pour revenir sur la pièce, comme ça, il y a quelque chose dans l'ordre de la pièce où il y a une lignée juive qui a été décimée, et puis il y a un enfant qui a été sauvé, et le prêtre, lui, qui a la garde de cet enfant sauvé, qui doit retrouver donc le chemin du trône. Il y a une mise en jeu, là, d'une sorte d'héritage. Vous savez que c'est par le judaïsme qu'arrive la voie législative et aussi le discours du maître. Donc, il y a quelque chose qui est en jeu, et pour les tensions qui règnent dans la pièce, il y a aussi quelque chose de ce que repère Lacan, de l'ordre de la crainte et du tremblement qui oriente la signification de tous les textes, qui amène du signifiant vers un signifié qui est celui de la crainte et du tremblement. Et c'est là où il y a la fameuse réplique que j'adore, hein, celui qui met un frein à la fureur des flots, c'est aussi des méchants, arrêter les complots. Soumise avec respect à la volonté sainte, je crains Dieu, cher Abner, et n'ai point notre crainte. Donc ça, c'est le point de Capiton. C'est-à-dire que la crainte en plus, qui serait la crainte de Dieu, donc du grand autre lui-même, en tant qu'il est quelque chose de radicalement autre, comme dit Lacan, le partenaire inhumain, élimine toutes les autres craintes. Hein. Au fond, sur Terre, nous devons avoir peur de rien. C'est absolument l'inverse qui se passe. Tout le monde est terrorisé partout. Mais en vérité, ça devrait être l'inverse. C'est-à-dire que la seule chose qui devrait nous faire peur, c'est la peur elle-même. Parce que le point de Capiton qui fait rejoindre le signifiant et le signifié, c'est celui qui, en faisant craindre Dieu, donc, vient coudre comme un coup de Capiton chez un tapissier, et vient passer de l'autre côté et éliminer toutes les craintes. Parce que toutes les craintes et toutes les peurs, il ne peut pas y en avoir d'autres que celles que nous inflige Dieu. Or, d'avoir peur de Dieu, ça élimine toutes les autres craintes. Et donc là, on a un effet de dialectique qui joue, et qui fait être, bien sûr, l'autre en tant qu'autre avec un grand A, mais qui est un autre, cette fois plein. Après, la psychanalyse va le barrer, hein, ça va être S de A barré, c'est-à-dire que l'autre est plein pour le sujet dans un premier temps. Mais son travail va faire que l'autre avec un grand A, en tant que c'est un lieu, que c'est quelque chose qui est radicalement autre du sujet, ce partenaire inhumain va être barré en tant que il n'est pas un sujet, justement, et c'est juste un automatisme signifiant. C'est une parole originelle en tant qu'elle serait la parole en tant que principe. C'est pour ça que c'est assimilé à Dieu, en tout cas dans un certain type de tradition. Et la parole qui fait qu'il y a autant de paroles. C'est la parole en tant que principe, celle qui ne peut jamais être dite, comme la couleur blanche qui va être représentée par toutes les couleurs possibles, mais la couleur blanche en tant que telle ne peut pas être, parce que c'est celle qui fait naître toutes les autres couleurs, etc. C'est le point de refoulement. Donc, alors ce grand autre, dans un premier temps, il s'agit de le réinstaurer. Qu'est-ce qui va permettre à l'autre, qui est dans le réel, de réintégrer son site symbolique ? C'est là, d'ailleurs, que l'art de l'analyste devra savoir se faire entendre. Un exemple, un analysant, dans cette position où pour lui le savoir de l'autre se balade comme ça dans le réel, presse son analyste pour voir de quelle façon l'analyste va se manifester, d'où il parle, lui téléphone un jour pour presser un rendez-vous, pour voir la réaction. L'analyste répond « S'il le fallait, nous nous verrions ». Le message, le signifié, n'a rien de très original. Pourtant, ce message fait effet d'interprétation radicale pour l'analysant, et l'effet étant d'arriver à revéhiculer l'autre dans son lieu symbolique, tout simplement à cause de l'articulation syntaxique
qui a fait que l'analyste, en trouvant la formule « s'il le fallait » par l'introduction du « il », s'assujettissant, comme l'analysant, à la dominance, à la prédominance du signifiant. Et c'est pour ça que la psychanalyse est toujours de l'ordre du 3. On n'est pas dans la dualité, on n'est pas dans le binarisme, justement, contrairement à ce que disent les crétins pseudo-psychanalystes, notamment de l'ECF, avec leurs histoires de gender studies. C'est pas du tout ça, puisqu'il y a toujours du père en tant que, même si Freud lui-même, donc ce que rappelle Lacan, il instaure la fonction paternelle, et puis même dans l'éthique, il arrive jusqu'à dire des choses qu'il amène sur le cheminement chrétien lui-même, hein, c'est-à-dire le père comme tiercité absolue, même s'il n'existe pas, et que Freud dit il n'existe pas, et je crois qu'il n'existe pas, il n'empêche que sa place doit être préservée. La place du père en tant que place vide, et qui crée toujours un élément médian qui peut faire que le commandement de la psychanalyse, donc je reviens au tout début de ce que je vous ai dit sur la vérité, c'est que donc la vérité de la souffrance, c'est d'avoir la vérité comme cause, c'est-à-dire que c'est la vérité qui est en souffrance, la vérité qui n'arrive pas à se dire, hein, parce qu'en souffrance, ça veut dire de ne pas atteindre encore son destinataire, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'a pas atteint sa destination, hein, puisque là où elle est, c'est sa destination. Son destinataire, c'est le sujet, en tant qu'il doit apprendre à parler, pour dire la vérité, et différencier le réel du symbolique. Donc pour ça, il doit passer par le travail qui accourt dans l'analyse, c'est-à-dire de se rendre compte que quand un sujet parle, hein, puisqu'il est parlé, il devient parlant dans l'analyse par l'écoute de l'analyste, et il arrive à entendre que le seul fait de son dire, ce n'est pas quelque chose qui s'est passé. C'est que le fait du dit, c'est le dire lui-même, c'est lui qui le dit. Donc il y a un raccourcissement et une réduction de l'imaginaire en revenant du dit au dire. Et donc, ce faisant, on reste sur le registre, là, meubien, d'une bande de Möbius, où le sujet commence à sortir d'un rapport signifiant-signifié qui est de l'ordre de quelque chose de sphérique avec un intérieur et un extérieur, c'est-à-dire quelque chose d'où le sujet lui-même s'extrait, où il est toujours extérieur, il sort de son énoncé. Un universitaire vous dit, voilà, il faut 3 doses, il faut 4 doses, il n'y est pas, lui, dans son énoncé. Il dit un énoncé. Mais lui, en tant que sujet, il n'y est pas dans son énoncé. Exactement comme le menteur crétois ou dans le syllogisme, tous les hommes sont mortels. Je suis obligé de dénier cette mortalité pour pouvoir dire ça, de ne pas m'inclure parmi les hommes. Sinon, je ne pourrais pas le dire. De la même manière que dire tous les crétois sont menteurs veut dire que, là, exceptionnellement, je dis la vérité. Le sujet de l'énonciation, c'est ce qui doit être réinscrit dans les énoncés, et ça, c'est le travail de la psychanalyse. Le travail de la psychanalyse, c'est justement de se rendre compte, avant qu'on fasse une analyse, qu'on a quand même déconné à plein tube pendant des années en répétant n'importe quoi. Parce qu'apprendre à parler, ça constitue essentiellement à sortir de la répétition. Alors, ce n'est pas que la répétition soit mauvaise, hein, comme dans Kierkegaard, la répétition, elle est essentielle même, puisque c'est que par la répétition que le nouveau peut advenir. Mais ça ne tient qu'à ça, c'est-à-dire le fait que nous sommes obligés de répéter pour apprendre, comme l'enfant est obligé de répéter ce que dit la mère avant de pouvoir prendre la parole et dire quelque chose. De la même manière, apprendre à parler et apprendre à dire quelque chose de son destin, de son histoire, de ce qui nous entoure, à saisir quelque chose de l'expérience du monde et de porter à la parole, ça, c'est un exercice qui demande vraiment un entraînement, une ascèse et un travail conséquent qui, des fois, peut prendre des années, hein, puisque c'est un travail sur le registre du rapport du sujet à la parole. Donc, je parle du signifiant comme étant donc ce qui agrafe, hein, qui oriente vers une signification. On l'a vu. Donc, pour essayer de compléter cette, disons, idée essentielle du signifiant en psychanalyse,
Lacan utilise le météore notamment de l'arc-en-ciel. Un arc-en-ciel, eh bien, ce n'est rien d'autre que ce mot arc-en-ciel, que ce signifiant plutôt, en l'occurrence, puisque il suffit de montrer et de dire, c'est ça, un arc-en-ciel. Mais il n'y a rien d'autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une réalité autre de l'arc-en-ciel que ce qui est perçu et nommé comme arc-en-ciel. Un arc-en-ciel, c'est quelque chose qui est là, mais simultanément qui n'y est pas. Si vous allez essayer d'éprouver la matérialité ou la réalité de l'arc-en-ciel, il n'existe pas autrement que d'être signifié par le mot arc-en-ciel, qui évoque tout de suite une représentation de l'arc-en-ciel et qui fait être l'arc-en-ciel par le mot arc-en-ciel. Donc qui est là comme un phénomène de condensation, de gouttelettes, dans une irisation spécifique avec une inclination du soleil par un temps humide lié à un phénomène de pluie, comme rainbow en anglais. Mais quand on dit ça, on ne dit rien de l'arc-en-ciel. On ne fait que se trouver des formes de détermination qui n'en sont pas, puisque l'arc-en-ciel est en tant que tel insignifiant. Un météore, ce n'est rien d'autre que ce que c'est à l'instant où c'est. Donc, on a là quelque chose de l'ordre d'une tension du signifiant vers le signifié. Et donc, on se rend compte que dans ce primat du signifiant vers le signifié, qui caractérise la psychanalyse, qui, je vous le rappelle, inverse le rapport saussurien, puisque chez Saussure, c'est le signifié qui est d'abord, comme chez nous tous. Hein, au départ, peu importe la forme, on se dit que ça prend du moment qu'on se comprend. Hein. Et en fait, plus on se comprend, plus en vérité on est soi-même compris dans les discours, et donc on ne comprend rien. C'est une illusion de compréhension. On commence à s'ouvrir à la compréhension que quand on commence à s'ouvrir, en fait, que nous sommes nous-mêmes compris dans des discours. Et qu'il s'agit de questionner la manière dont, par notre parole, nous pouvons créer une sorte de rapport spécifique entre le langage, ce qu'on dit, et qui est le sujet qui parle. À partir de là, c'est une autre éthique qui entre en jeu. Hein. Je vous rappelle aussi que éthique, c'est un des synonymes de discours, comme lien social. Donc chaque discours, chaque lien social, c'est une éthique particulière. Une éthique, c'est un mode d'être du discours qui fait que chaque chose est à sa place dans ce discours-là. Donc dans le discours de l'analyste, bien sûr, qui est un discours de type meubien par rapport aux trois autres, eh bien, il y a cette possibilité d'être du côté de l'indécidable qui est lié au fait que le discours ne se clôture pas sur une signification et que ce rapport dialectique du signifiant et du signifié, il est très important parce que ça veut dire que si le signifiant est premier, ça veut dire qu'il y aura toujours eu pour nous une parole première et que quand, en tant que bébé, on arrive au monde, cette parole est déjà là. Et il y a en nous une possibilité de nous accorder ou pas à cette parole. Je parle d'un accord au sens musical du terme, hein, puisque vous savez que ma métaphore préférée pour parler d'analyse, c'est d'accorder le larynx à l'oreille. C'est-à-dire que nous naissons malentendants et nous naissons du malentendu. On peut l'entendre comme on veut. Et donc, à partir de là, il s'agit d'accorder et de pouvoir apprendre à parler et donc de s'accorder à cette parole originelle-là, donc cette altérité radicale qui nous a accrochés du côté du signifiant et qui fait que nous sommes orientés, nous sommes poussés vers une certaine signification qui est celle d'aller, nous, vers ce que Lacan appelle la métaphore. C'est-à-dire qu'on doit incarner quelque chose et c'est un premier mouvement qui nous fait habiter le langage, mais
étant habitants du langage, nous ne savons pas que nous sommes pris dans les règles du langage, et donc il nous faut remonter vers le signifiant. C'est-à-dire que on est censé aller au-delà, c'est-à-dire métaphorer, porter au-delà vers une certaine signification, mais avant de se laisser prendre la signification, c'est-à-dire d'être définitivement débile, nous sommes appelés à remonter, c'est un appel, vers le signifiant, qui définit justement la parole originelle avec laquelle nous devons trouver notre concordance. Donc c'est là où nous avons ce rapport à la parole qui est spécifique à l'analyse et qui va faire que nous ne sommes pas dans un registre qui va chuter vers la signification, mais on va rester du côté du sens et de raser le sens au plus près sans jamais y tomber pour rester en suspension dans ce registre-là, qui est le registre de la parole, car c'est celui qui nous définit spécifiquement en tant qu'humains. Le paradoxe, c'est que si le grand A, c'est le partenaire inhumain par excellence, puisque c'est un lieu, c'est paradoxalement ce qui nous rend humains. En deçà de ce registre-là, c'est-à-dire du registre où nous sommes les seules créatures équipées à l'origine d'un bloc audio-vocal qui nous permet d'apprendre à entendre et apprendre à parler, si nous n'apprenons pas à parler, c'est-à-dire si nous ne mettons pas dans ce registre-là d'apprendre quelque chose de notre expérience de par l'être, d'être parlant, eh bien, nous restons dans un registre infra-humain. L'altérité radicale, c'est ce qui nous met dans la possibilité de devenir humain. Donc, alors on dit on n'est pas homme, on le devient, on n'est pas femme, on le devient. On n'est pas humain, on le devient aussi. C'est par la parole que nous devenons humains. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un registre, je vous signale quand même, qui est la censure absolue de la parole. Donc, je vous laisse entendre dans quel type de société, justement, nous entraîne la décivilisation et cette espèce de religion scientiste qui n'a rien à voir avec la science originelle, qui elle-même est un certain type de discours, mais un certain type de discours avec lequel on peut dialectiser, alors que là, on ne peut même plus dialectiser. Donc, la psychanalyse n'a jamais été plus d'actualité, plus pertinente qu'aujourd'hui pour justement sortir des impasses dans laquelle Babel nous a plongés. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde totalement babélien, babylonien, où il n'y a plus de possibilité de se repérer dans les discours, sauf bien sûr dans la psychanalyse, et notamment par la théorie des discours lacanienne qui est extrêmement précise, extrêmement rigoureuse, et qui nous entraîne justement à nous acheminer nous-mêmes vers notre parole pour arriver à trouver un peu d'oxygène dans ce monde-là, c'est-à-dire, comme disait Lacan, le poumon artificiel qui permet de respirer cet air irrespirable de cette science. Et encore, à l'époque, c'était encore un peu de la science. Là, c'est de la pseudo-science. Donc, voilà le registre analytique, disons, dans lequel je voulais vous entraîner aujourd'hui. Et évidemment, j'ai dit très peu, puisque j'ai dit à peu près un quart de ce que je voulais vous raconter, mais ça prend beaucoup de temps et je suis obligé de faire des détours parce que ce sont des notions qui sont complexes et qui ont besoin d'être étayées pour saisir justement à quel point nous sommes des par-lettres, c'est-à-dire des êtres de parole, avant d'être quoi que ce soit d'autre. J'ai une question. Le tu est le signifiant de l'autre qu'il s'agit de réinstaurer. Oui. Mais le tu, c'est aussi la langue du surmoi. Est-ce qu'il y a du grand autre dans le surmoi ? Je dirais oui et non. Il y a... Parce que le surmoi est une extension du moi. Donc, quand on est dans le surmoi, ça veut dire qu'on est dans le registre du moi. Et le grand autre lui-même, c'est justement ce qui n'est pas du moi. Puisque, au lieu, mais cette question est très fertile et très belle parce qu'elle me permet de montrer que quand, je l'ai déjà dit la dernière fois, mais je vais le redire, c'est-à-dire que
quand, par exemple, quelqu'un comme Zizek, mais il fait que répéter ce que dit Miller ou tous les gens qui sont des universitaires, ils ne comprennent pas cette idée de grand autre là, puisque pour eux, le grand autre, ils en font, comme Schreber lui-même, un petit autre. Ils refusent l'altérité radicale de l'autre. Et donc c'est là où on peut confondre ce grand autre avec le surmoi. Parce que on veut éliminer le grand autre à tout prix pour se retrouver, parce qu'on a l'impression qu'on élimine Dieu avec tout ça, et qu'on se retrouve juste entre nous, entre petits autres, comme ça, pour pouvoir organiser la société de la manière la plus égalitaire ou de justice qui soit ça. Mais tout ça est faux. C'est intégralement faux, puisque dès qu'il y a exclusivement du moi, c'est-à-dire du petit autre, on le voit avec le schéma L de Lacan, c'est-à-dire que l'axe entre le sujet et le grand autre, qui est un axe oblique, donc, c'est l'axe de l'inconscient. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'autre qui est de l'autre côté du miroir, il est le lieu même où se constitue le langage. Et cette relation-là, elle n'est pas directe. C'est une relation qu'on ne peut pas avoir. Elle est médiée par une phase intermédiaire qui s'appelle le stade du miroir et qui fait que l'autre avec un grand A va être ramené à un autre avec un petit a. C'est-à-dire l'altérité radicale de l'autre va être gommée pour faire de l'autre un autre moi-même, un semblable. Donc c'est là où il y a une nuance, parce que le semblable, justement, le petit autre, c'est un autre moi, c'est un alter ego. Et donc, dès qu'il n'y a pas de grand autre, donc dès qu'il n'y a pas la réinstauration du cercle du grand autre, puisque c'est une autre manière de dire le père, le grand autre, c'est un cercle qui vient relier et qui vient rassembler quand imaginaire, symbolique et réel sont dissociés, comme ça arrive. Il y a des tas de gens qui arrivent avec un imaginaire, un symbolique et un réel qui sont absolument dissociés. Et la première chose à faire en psychanalyse, mais ça se fait pas comme ça se fait juste par la position analytique et la manière de faire des interprétations, des scansions, de prononcer des paroles, ce sont des choses très sérieuses, qui font que l'analyste réinstaure ce cercle-là que dans le séminaire de Joyce le symptôme, Lacan appelle le nom du père, il repasse du 3 au 4, parce que vous savez qu'il passe du 4 discours au 3 avec les nœuds, et là il réinstaure un 4 avec le symptôme, le nom du père, parce que cet autre-là, justement, il n'est pas réductible au moi. C'est-à-dire que c'est quelque chose quand même qui est absolument, radicalement autre. C'est l'hétéros en tant que tel. Or, quand on refuse cette altérité radicale du langage, évidemment, on va réduire l'autre au petit autre. Et donc, évidemment, puisqu'il n'y a plus cette altérité radicale, on passe du aime ton prochain comme toi-même, donc qui est le commandement même de l'analyse, sur lequel Freud recule, mais est obligé de reconnaître qu'il n'y a que ça, en fait. C'est que d'une certaine manière, il faut arriver à aimer les autres. Et c'est impossible à aimer les autres en tant que petit autre comme ça, parce que il faut la médiation, il faut qu'il y ait un triangle, il faut aimer à travers le petit autre, qui sinon n'est que ou modèle, ou objet, ou rival. Donc il a 3 fonctions, le petit autre. Soit je l'aime et je le révère, mais on sait ce que ça cache, parce que je veux l'instrumentaliser, donc me faire aimer de lui pour pouvoir en faire ce que je veux, et puis ça va devenir quelque chose de l'ordre d'une rivalité. Donc c'est toujours comme ça tourne court, même si c'est 3, ça tourne toujours court. Pour qu'il y ait un amour de l'autre avec un petit a, je ne peux pas aimer directement un petit autre. Il faut qu'il y ait l'instauration de ce grand autre-là comme étant l'altérité radicale qui est de considérer l'autre, avant de le considérer comme un autre moi-même, c'est-à-dire comme un alter ego, comme un petit autre, il faut que je le considère comme quelqu'un qui parle,
quelqu'un qui est pris dans le langage et qui peut parler. C'est ça l'altérité radicale. Il faut voir, c'est ça, voir Dieu dans l'autre. Hein, quand les Grecs anciens n'avaient pas besoin de croire dans leur Dieu parce qu'ils savaient s'en servir. Derrière l'autre, ils voyaient toujours le grand autre. Enfin, disons, les gens les plus inspirés, les plus fins. Et donc, il y avait une possibilité d'aimer l'autre parce que on aime d'abord l'autre en tant qu'il parle et qu'il est perdu comme moi dans le langage. Nous sommes tous perdus dans le langage. Et donc, d'une certaine manière, quand on présente le grand autre comme ça, il ne peut pas être à l'origine du surmoi. C'est son déni en tant qu'altérité radicale qui va faire que il va revenir sous la forme d'un surmoi, parce qu'il va être dénié sous le mode du refoulement, par exemple, oui, essentiellement du refoulement, parce que quand il est verworfen, c'est-à-dire forclos dans la psychose, eh bien, il va pas revenir de la même manière, il va revenir comme quelque chose dans le réel, c'est-à-dire qu'il est forclos du symbolique, il va revenir dans le réel, comme une hallucination réelle, qui va faire peur, qui va terroriser le psychotique. Mais dans la névrose, il revient, mais comme retour du refoulé, sous une forme surmoïque de, disons, une instance malveillante qui va bavarder et commenter, donc un partenaire de bavardage qui va commenter tout ce que le sujet fait, toutes ses actions, le bavardage concomitant aux actions, qui va être de l'ordre de la dévalorisation ou de la persécution, etc. Mais c'est pas le grand autre en lui-même qui est le surmoi. Le surmoi va être une extension du moi qui ne peut pas totalement refouler ou dénier l'autre et qui le récupère sous forme surmoïque. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Donc l'erreur, c'est de considérer le grand autre comme la somme des petits autres. Ah bah oui. Oui, c'est une erreur absolument répandue et radicale, puisque le grand autre, c'est l'hétéros en tant que tel, c'est-à-dire l'altérité radicale, c'est le lieu où se constitue le jeu, c'est-à-dire c'est un autre nom pour le signifiant, c'est un lieu à partir duquel le sujet est accroché dans le langage et fait partie du flux langagier, qu'il le veuille ou non. C'est comme s'il était immergé dans un fleuve et qu'il est pris dans le courant du fleuve. Et donc c'est là où se constitue son jeu, et le jeu qui parle avec celui qui entend. Et dans cet autre-là, le tu est déjà présent. C'est pour ça que dans toute communication, chacun qui dit quelque chose ne fait que recevoir de l'autre avec un grand A son propre message sous sa forme inversée. En fait, c'est ce qui permet de comprendre la phrase de Lacan, il n'y a rien d'autre au monde qu'un objet petit a. C'est-à-dire que l'objet petit a, c'est par où, justement, ne se ferme pas, ne se clôture pas notre être. Hein. Nous sommes dans une ouverture d'être, comme dit Lacan en reprenant Heidegger, justement, parce que cette ouverture, elle est que ça ne peut pas se fermer, parce qu'il y a l'objet petit a qui bouche la fermeture. Et il compare ça à des coquillages. Des coquillages qui, justement, pour pouvoir se refermer, sont obligés de faire rentrer un peu de sable, c'est-à-dire un peu du monde en eux, pour pouvoir être en relation avec leur milieu. Parce que nous sommes absolument dépendants de notre environnement. Et nous, notre environnement premier, c'est le langage. Et donc, il faut laisser rentrer quelque chose de cet ordre-là. C'est pour ça que le petit a, c'est un objet, mais c'est un objet de langage. C'est un pur objet de langage. C'est un objet pas au sens matériel du terme, mais un objet au sens motériel du terme. C'est-à-dire que c'est un élément du langage qui va colorer tous les objets avec lesquels nous sommes en présence. Donc il n'y a rien d'autre au monde pour nous d'un objet petit a, et donc c'est à partir de là qu'on peut dialectiser avec le monde en ayant justement ce rapport au monde qui est un rapport d'abord avec la parole, parce que cette médiation avec l'altérité est ce qui constitue la psychanalyse en tant que telle.